d'autres oreilles, car ce langage intérieur est lui-même une expression extérieure. C'est donc à même cet intérieur qui demeure un intérieur dans son expression extérieure que l'être réfléchi de l'individu est observé depuis son effectivité. Et il faut voir maintenant ce qu'il en est de cette nécessité qui est posée dans cette unité. Cet être réfléchi est d'abord différent de l'acte proprement dit, et peut donc être quelque chose d'autre et être pris pour quelque chose d'autre que ce qu'est cet acte. On voit au visage de quelqu'un si, pour lui, ce qu'il dit ou fait est sérieux ou pas. Mais à l'inverse, ce qui est censé être expression de l'intérieur est en même temps une expression qui est et retombe soi-même par là dans la détermination de l'être qui est absolument contingent pour l'essence consciente de soi. C'est pourquoi il s'agit certes d'une expression, mais en même temps aussi uniquement en tant que signe, si bien que ce à quoi ressemble ce qui exprime le contenu exprimé est parfaitement indifférent à ce dernier. Certes, dans cette apparition phénoménale, l'intérieur est un invisible visible, mais sans être rattaché à elle. Il peut tout aussi bien être dans un autre phénomène qu'un autre intérieur peut être dans le même phénomène. Lichtenberg a donc raison de dire, quand bien même les physiognomistes mettraient un jour la main sur l'homme, il suffirait à celui-ci d'une seule brave petite décision pour se rendre de nouveau incompréhensible pendant des millénaires. De même que, dans le rapport précédent, les circonstances présentes étaient une chose qui est à quoi l'individualité empruntait ce qu'elle pouvait et ce qu'elle voulait, soit en s'abandonnant entièrement à elle, soit en l'invertissant, raison pour laquelle cet être ne contenait pas la nécessité et l'essence de l'individualité. De même, ici, l'être immédiat, phénoménal de l'individualité, est un être qui, ou bien exprime son être réfléchi depuis la réalité effective et son être en soi-même, ou bien n'est pour elle qu'un signe qui est indifférent à ce qui est désigné, et donc, en vérité, ne désigne rien. Il est à ses yeux aussi bien son visage que le masque qu'elle porte et peut enlever. Elle pénètre toute sa figure, se meut, parle en elle, mais cette existence tout entière, cet être-là, sort de ce rapport et vient aussi bien se mettre, comme un être indifférent, face à la volonté et à l'action. L'individualité détruit chez cet être le sens qu'il avait auparavant, qui était d'avoir chez lui l'être réfléchi en soi ou l'essence vraie de celle-ci, et la place, au contraire, à l'inverse, dans la volonté et dans l'acte. L'individualité abandonne l'être réfléchi en soi, qui est exprimé dans les traits, et place son essence dans l'œuvre. En cela, elle contredit le rapport établi par l'instinct rationnel qui s'installe dans l'observation de l'individualité consciente de soi en vue de ce qui est censé être son intérieur et son extérieur. Cette perspective nous amène à la pensée proprement dite qui est au principe de la science, si l'on veut employer ce mot physiognomique. L'opposition à laquelle cette observation aboutit est quant à la forme l'opposition du pratique et du théorique, l'un et l'autre étant posés en l'espèce au sein du pratique proprement dit, de l'individualité qui s'effective dans l'action,
Celle-ci étant prise au sens le plus général et de cette même individualité, telle que dans cette action elle est en même temps hors de celle-ci, réfléchie en soi, l'action étant son objet. L'observation enregistre cette opposition selon le même rapport inversé où celle-ci se détermine dans le phénomène. Ce qui vaut à ses yeux pour l'extérieur inessentiel, c'est l'acte lui-même et l'œuvre, que ce soit celle du langage ou celle d'une effectivité plus solidement établie, tandis qu'elle tient pour l'intérieur essentiel l'être en soi de l'individualité. Être les deux côtés que la conscience pratique a chez elle entre l'envisagement et l'acte, entre l'opinion intime sur son action et l'action elle-même. L'observation choisit le premier côté comme intérieur vrai, et celui-ci est censé avoir son expression extérieure plus ou moins inessentielle en l'acte, et son expression extérieure vraie, par contre, en sa figure. Cette dernière manifestation extérieure est la présence sensible immédiate de l'esprit individuel, l'intériorité qui est censée être la vraie, et la propriété caractéristique de l'intention et la singularité de l'être pour soi. L'une et l'autre sont l'esprit tel qu'on estime intimement qu'il est. Ce que l'observation a pour objet, c'est donc de l'existence conjecturée, et c'est parmi ceux-là qu'elle cherche des lois. L'opinion immédiate qu'on a quant à une présence elle-même conjecturée de l'esprit est la physiognomie naturelle. Le jugement hâtif sur la nature intérieure et sur le caractère de la figure de celle-ci quand on la voit pour la première fois. L'objet de cette opinion est du genre de ceux dont l'essence desquels il est d'être en vérité autre chose que simplement un être immédiat sensible. Certes, c'est aussi précisément cet être réfléchi en soi dans le sensible à partir de lui qui est présent. C'est la visibilité en tant que visibilité de l'invisible qui est objet de l'observation. Mais c'est précisément cette présence immédiate, sensible, qui est l'effectivité de l'esprit, telle qu'elle est seulement pour l'opinion intime, et on voit l'observation venir traîner par là avec toute sa présumée existence, avec la physionomie, l'écriture des gens, le son de leur voix, etc. Elle réfère ce genre d'existence à ce genre, précisément, d'intérieur présumé. Ce n'est pas l'assassin, le voleur qui sont censés être reconnus, mais l'aptitude à l'être, la déterminité abstraite bien établie par ipso facto dans la déterminité concrète infinie de l'individu singulier, laquelle requiert maintenant des effigies plus empreintes d'art que ne sont ces qualifications. Ce genre d'effigie empreinte d'art en disent sans doute plus que les qualificatifs assassins, voleurs ou encore généreux, non corrompus, etc. Mais pour la fin qu'ils visent, savoir dénoncer l'être qu'on présume ou l'individualité singulière, elles n'en disent, loin s'en faut, pas assez. Aussi peu en tout cas que les effigies de la figure qui vont au-delà du front aplati, du grand nez, etc. Car la figure singulière, comme la conscience de soi singulière en tant qu'être, qu'on présume, est inénonçable. La science de la connaissance des hommes qui se penche sur l'homme qu'on estime, à tort à être, tout comme celle de la physiognomie, qui se penche sur sa présumée et ineffective effectivité et prétend élever au niveau du savoir le jugement sans conscience de la physiognomie naturelle, et donc
quelque chose qui n'a ni fin ni fond, qui ne peut jamais parvenir à dire ce qu'il veut dire, précisément parce qu'il ne fait que vouloir dire qu'avoir un point de vue intime et que son contenu n'est que point de vue intime, les lois que cette science tâche de trouver sont des relations entre ces deux côtés présumés et ne peuvent donc elles-mêmes être rien d'autre qu'un point de vue intime vide. De même, étant donné que ce pseudo-savoir conjecturé qui se met en besogne de s'occuper de l'effectivité de l'esprit a justement pour objet que l'esprit sortant de son existence sensible se réfléchisse en soi, et que l'existence déterminée est pour lui une contingence indifférente. Il est bien obligé de savoir immédiatement qu'avec les lois qu'il a découvertes, rien n'est dit, et qu'au contraire, à dire vrai, il n'y a là que pur et simple bavardage creux, ou que quelqu'un a simplement donné son opinion intime, expression qui a ceci de vrai qu'elle exprime la chose pour ce qu'elle est. Dire son opinion en se faisant ne pas faire savoir la chose elle-même, mais seulement une opinion qui vient de soi. Mais quant à leur contenu, ces observations ne sauraient se distinguer de celles-ci. Il pleut chaque fois que c'est la foire annuelle, dit le boutiquier, et aussi chaque fois que je mets du linge à sécher, dit la ménagère, dit Gutenberg, qui caractérise ainsi l'observation physiognomique, dit encore, si quelqu'un disait à un autre, tu agis certes comme un homme honnête, mais je vois à ta figure que tu te forces et que dans ton cœur tu es un gredin. Pour sûr, le brave garçon qui entendrait ce genre d'apostrophe y répliquerait, et ceci d'un bout à l'autre de la terre, par une bonne paire de claques. Si cette réplique touche juste, c'est parce qu'elle est la réfutation du premier présupposé d'une science du point de vue intime de ce genre, savoir que la réalité effective de l'homme, c'est son visage, etc. L'être vrai de l'homme est bien plutôt son acte. C'est en cet acte que l'individualité est effective, et c'est lui qui abolit intimement conjecturé dans ces deux côtés. D'abord, le conjecturer en tant qu'être corporel au repos. L'individualité se présente au contraire dans l'action comme l'essence négative qui n'est qu'en abolissant de l'être. Et ensuite, l'acte abolit pareillement l'inénonçabilité de l'opinion en regard de l'individualité consciente de soi qui, dans l'opinion, est une individualité infiniment déterminée et déterminable. Dans l'acte accompli, cette mauvaise infinité est anéantie. L'acte est quelque chose de déterminé simplement, d'universel, susceptible d'être saisi dans une abstraction. Il est meurtre, vol ou bienfait, acte de bravoure, etc. Et on peut dire de lui ce qu'il est. Il est ceci, et son être n'est pas seulement un signe, mais la chose elle-même. Il est ceci, et l'homme individuel est ce que cet acte est. Dans la simplicité de cet être, l'homme individuel est essence qui est pour d'autres, essence universelle, et cesse d'être seulement essence conjecturée par un point de vue intime, certes, il n'y est pas posé en tant qu'esprit, mais dès lors qu'il est question de son être en tant qu'être, et que d'un côté l'être double,
celui de la figure et celui de l'acte, se fait face à lui-même et que l'une comme l'autre sont censées être son effectivité. On peut seulement affirmer de l'acte, au contraire, qu'il est son être authentique. Et on ne peut pas le dire de sa figure qui était censée exprimer ce qu'il a intimement en tête et comme étant ses actes, ou ce qu'on estimait qu'il ne pouvait que faire, pareillement, dès lors que de l'autre côté, son œuvre et sa possibilité intérieure, son aptitude ou son intention se font face. C'est cette œuvre seule qui doit être regardée pour son effectivité vraie, même s'il se fait lui-même des illusions à ce sujet. Et si, revenu de son action en soi-même, il estime être autre chose dans cet intérieur que dans l'acte, l'individualité qui se confie à l'élément objectal en devenant une œuvre s'abandonne, certes, ce faisant, à la perspective d'être modifiée et invertie. Mais ce qui fait le caractère de l'acte, c'est précisément de savoir s'il est un être effectif qui se maintient, ou seulement une œuvre conjecturée qui périt en soi et s'annule. L'objectalité ne change pas l'acte lui-même, mais montre seulement ce qu'il est, c'est-à-dire s'il est ou s'il n'est rien. Le démembrement de cet être en intention, et les autres finissent du même ordre par lesquels l'homme, c'est-à-dire son acte, est censé être ramené à l'explication d'un être conjecturé par un point de vue intime, quelles que soient par ailleurs les intentions particulières qu'il puisse lui-même aller créer quant à son effectivité doivent demeurer l'apanage de l'oisivité de l'opinion, laquelle, si elle veut mettre en œuvre sa sagesse sans acte, dénier à l'homme agissant le caractère de raison et le maltraiter de telle manière qu'au lieu de l'acte, elle veuille au contraire proclamer la silhouette et les traits du visage pour l'être de cet homme, doit bien s'attendre à la réplique que nous évoquions ci-dessus, qui lui démontrera que la silhouette n'est pas l'en soi, mais peut-être au contraire un objet auquel on peut appliquer un certain traitement. Si maintenant nous regardons dans sa totalité l'ensemble des rapports en général dans lesquels l'individualité consciente de soi peut être observée dans son face-à-face avec son extérieur, nous verrons revenir une chose dont l'observation doit encore se faire son objet. Dans la psychologie, c'est l'effectivité extérieure des choses qui est censée avoir chez l'esprit sa contre-image, à elle-même consciente, et rendre celui-ci concevable. Dans la physiognomie, en revanche, l'esprit est censé connu dans son extérieur propre comme dans un être qui soit le langage, l'invisibilité visible de son essence. Reste encore la détermination du côté de l'effectivité selon laquelle l'individualité exprimerait son essence à même son effectivité immédiate, ferme, sa pure et simple existence. Cette dernière relation se distingue donc de la relation physiognomique et par ceci que cette dernière est la présence parlante de l'individu qui, dans sa manifestation extérieure agissante, expose en même temps celle qui se réfléchit et s'examine en soi-même, manifestation extérieure qui est elle-même mouvement, trait au repos, qui sont eux-mêmes essentiellement un être intermédiaire, tandis que dans la détermination que nous devons encore examiner, l'extérieur est enfin une effectivité entièrement au repos, statique,
qui n'est pas en elle-même signe discourant, mais s'expose pour soi-même séparément du mouvement conscient du soi et est comme pure et simple chose. Il est clair, pour commencer, quant à la relation de l'intérieur à cette sienne extériorité, qu'elle semble devoir être conçue comme rapport de connexion causale, dès lors que ce rapport, c'est la relation en tant que relation nécessaire de quelque chose qui est en soi à une autre chose qui est en soi. Or, pour que l'individualité spirituelle ait de l'effet sur le corps, il faut qu'en tant que cause, elle soit elle-même corporelle. Mais l'instance corporelle dans laquelle elle est en tant que cause est l'organe, non point celui de l'activité à l'égard de l'effectivité extérieure, mais de l'activité en soi-même de l'essence consciente de soi, n'agissant à l'extérieur qu'à l'égard de son propre corps. On ne peut pas prévoir tout de suite quels peuvent être ces organes. Si l'on pensait seulement aux organes en général, on aurait vite sous la main l'organe du travail en général, et pareillement l'organe de l'instinct sexuel, etc. Seuls les organes de ce genre doivent être considérés comme des outils ou comme des parties que l'esprit, en ce qu'il est l'un des extrêmes, a comme médium par rapport à l'autre extrême, qui est objet extérieur. Tandis qu'ici nous entendons un organe dans lequel l'individu conscient de soi en tant qu'extrême face à sa propre effectivité, qui lui est opposée, se conserve pour soi, qui n'est pas un organe tourné en même temps vers l'extérieur, mais réfléchi dans son action, un organe chez qui le côté de l'être n'est pas un être pour autre chose. Certes, dans la relation physiognomique, l'organe est également considéré comme une existence réfléchie en soi et qui commente verbalement l'activité, mais cet être est quelque chose d'objectal, et le résultat de l'observation physiognomique est que la conscience de soi vient faire face précisément à cette sienne effectivité comme à quelque chose d'indifférent. Cette indifférence disparaît en ceci que cet être réfléchi en soi est lui-même agissant avec efficience, et par là même cette existence acquiert une relation nécessaire avec lui. Mais pour que cet être réfléchi en soi, efficient sur l'existence, il faut qu'il ait lui-même un être, mais non point à proprement parler un être objectal, et c'est en tant que cet organe qu'il doit être mis en évidence. Or, dans la vie commune, la colère, par exemple, comme activité intérieure de ce genre, est située dans la folie, dans le foie. Platon attribue même à celui-ci quelque chose de plus élevé encore, qui serait même, selon certains, ce qu'il a de plus haut, savoir la prophétie, ou le don d'énoncer le sacré et l'éternel d'une manière qui n'est pas celle de la raison, simplement le mouvement qui est celui de l'individu dans le foie, dans le cœur, etc., ne peut être regardé pour le mouvement entièrement réfléchi en soi de celui-ci, mais il y est au contraire de telle manière qu'il est déjà imprimé dans son corps et en tire une existence animale qui se tourne vers l'extériorité. Le niveau nerveux, le système nerveux, en revanche, est le repos immédiat de l'organique dans son mouvement. Certes, les nerfs proprement dits sont à leur tour les organes de la conscience déjà enfoncés dans la direction de l'extérieur qui est la sienne, mais le cerveau et la moelle épinière peuvent être considérés comme la présence immédiate demeurant en soi, la présence non objectale, et qui ne va pas non plus au dehors de la conscience de soi, dans la mesure où le moment de l'être que cet organe a est
d'un être pour autre chose est existence. Cet être est un être mort. Il n'est plus présence de la conscience de soi, mais cet être en soi-même est, selon son concept, un fluide où les cercles qui se dessinent à sa surface se dissolvent immédiatement et où aucune différence ne s'exprime comme différence qui est dans le même temps. De même que l'esprit lui-même n'est pas une chose abstraitement simple, mais un système de mouvements où il se différencie en moments, tout en demeurant lui-même libre au sein de cette différenciation, et de même qu'il articule en général son corps en différents dispositifs d'exécution. Il ne destine qu'à un seul dispositif une partie singulière. On peut également se représenter que l'être fluide de son être en soi-même est un être articulé, et il semble qu'il faille bien se le représenter ainsi, parce que l'être réfléchi en soi de l'esprit dans le cerveau n'est lui-même à son tour qu'un élément médian de son essence pure et de son articulation corporelle, élément médian qui, ainsi, du fait de la nature de l'une et de l'autre, et donc du côté de cette dernière, doit avoir à son tour chez lui aussi l'articulation qui est l'être spirituel organique, a en même temps le côté nécessaire d'une existence au repos qui perdure. En tant qu'extrême de l'être pour soi, il doit prendre du recul et avoir ce côté face à soi comme l'autre extrême, qui dès lors est l'objet sur lequel il agit en tant que cause. Si donc, maintenant, le cerveau et la moelle épinière sont cet être pour soi corporel de l'esprit, le crâne et la colonne vertébrale sont, outre cela, l'autre extrême excrété, savoir la chose immuable et statique. Mais dès lors qu'il ne vient à l'esprit de chacun songeant à la localisation proprement dite de l'existence de l'esprit, que la tête et pas le dos, nous pouvons nous contenter, dans l'examen d'un savoir comme celui auquel nous avons affaire, de nous fonder sur cette raison qui pour lui n'est pas trop mauvaise, pour limiter cette existence au crâne. Si quelqu'un devait songer au dos, dans la mesure où il peut arriver, parfois, que par lui, du savoir et de l'activité soit, pour une part, rentré au-dedans, mais pour une autre part aussi, poussé au dehors. Cela ne démontrerait rien quant au fait qu'il faille prendre en même temps la moelle épinière comme localisation immanente de l'esprit et sa colonne comme existence en contre-image, et cela parce que cela démontrerait trop, car on peut tout aussi bien se rappeler que d'autres voies externes de contribution à l'activité de l'esprit ont encore l'heure de plaire, tant pour l'éveiller que pour la retenir. C'est donc à juste titre, si l'on veut, que la colonne vertébrale tombe, et c'est une construction guère plus mauvaise que celle de nombreuses autres doctrines de philosophie de la nature, que de poser que le crâne n'est assurément pas la seule partie du corps à contenir les organes de l'esprit. Ceci, en effet, a été exclu antérieurement à partir du concept de ce rapport, et c'est pourquoi le crâne a été pris comme côté de l'existence, ou encore, s'il n'était pas loisible de rappeler le concept de la chose, l'extérieur nous apprend bien que l'on n'assassine pas, ne vole pas, n'écrit pas de poèmes avec le crâne,
comme on voit avec l'œil en tant qu'organe. C'est pourquoi il vaut mieux éviter d'utiliser l'expression organe pour la signification du crâne dont nous devons encore parler. Car, bien qu'on ait coutume de dire que ce qui importe pour les gens raisonnables n'est pas le mot, mais la chose elle-même, ceci n'autorise point, cependant, à désigner une chose par un nom qui ne lui convient pas, car c'est tout à la fois une maladresse et une tromperie qui consiste à estimer et à faire croire qu'il ne nous manque que le mot juste, tout en se dissimulant que ce qui manque, en fait, c'est la chose, c'est-à-dire le concept. Si ce dernier était bien là, il aurait aussi son mot juste. La seule chose qui d'abord ait été déterminée, c'est que, de même que le cerveau est la tête vivante, le crâne est le caput mortuum, c'est donc dans cet être mort que les mouvements mentaux et les modes déterminés du cerveau devraient se donner leur exposition d'effectivité en extériorité qui, cependant, est encore assise chez l'individu lui-même pour le rapport de ceux-ci au crâne, qui en tant qu'être mort n'a pas chez lui l'esprit d'une manière immanente. Ce qui se présente d'abord, c'est le rapport établi ci-dessus, extérieur et mécanique, tel que les organes proprement dits, lesquels sont situés dans le cerveau, l'expriment ici dans la rondeur, l'écrasent en largeur, ou encore l'aplatissent carrément, ou agissent autrement encore sur lui, comme on voudra. Certes, étant lui-même une partie de l'organisme, il faut penser en lui, comme en chaque os, une auto-formation vivante, en sorte que, considéré de ce point de vue, c'est bien plutôt lui, le crâne, qui de son côté comprime le cerveau et arrête sa limitation extérieure, ce dont, du reste, étant l'élément le plus dur des deux, il a davantage la capacité, mais en l'espèce, ce serait toujours le même rapport dans la détermination de l'activité réciproque de l'un et de l'autre qui demeurerait que le crâne, en effet, soit le déterminant ou le déterminé. Cela ne changerait absolument rien à la connexion causale, si ce n'est qu'alors on ferait du crâne un organe immédiat de la conscience de soi, parce qu'alors le côté de l'être pour soi se trouverait en lui en tant que cause. Simplement, dès lors que l'être pour soi en tant que vie organique échoit d'égale manière chez l'un et l'autre, c'est en fait la connexion causale entre eux qui tombe. Ces développements continués de l'un et de l'autre seraient cependant corrélés à l'intérieur et seraient une harmonie préétablie organique qui laisserait libre l'un à l'égard de l'autre, les deux côtés en relation mutuelle, et laisserait à chacun sa figure propre, à laquelle la figure de l'autre n'a pas besoin de correspondre, et plus encore, laisserait libre l'une envers l'autre la figure et la qualité, de même que la forme des raisins et le goût du vin sont libres l'un par rapport à l'autre. Mais dès lors que la détermination de l'être pour soi échoit du côté du cerveau, tandis que la détermination de l'existence échoit du côté du crâne, il faut mettre aussi à l'intérieur de l'unité organique une corrélation causale de ces deux côtés, une relation nécessaire de ceux-ci en tant que côté extérieur l'un pour l'autre, c'est-à-dire une relation elle-même externe par laquelle, donc, leurs figures seraient déterminées l'une par l'autre,
Mais pour ce qui regarde la détermination dans laquelle l'organe de la conscience de soi serait une cause active sur le côté opposé, on peut discuter à l'envi de multiples manières, car il est question là de la conformation d'une cause considérée selon son existence indifférente, sa figure et sa dimension, d'une cause dont l'intérieur et l'être pour soi sont précisément censés être le genre de choses qui ne concernent en rien l'existence immédiate. L'auto-formation organique du crâne est d'abord indifférente à l'action mécanique et le rapport de ces deux rapports, puisque celui-ci est la référence de soi à soi-même, est précisément cette indéterminité et cette absence de limite elle-même. Dès lors, même si le cerveau accueillait en lui les différences de l'esprit en autant de différences qui soient, et était une pluralité d'organes internes occupant un espace distinct, ce qui contredit la nature, qui donne au moment du concept une existence propre, et met donc purement d'un côté la simplicité fluide de la vie organique, et de l'autre l'articulation et la répartition de cette vie également dans ses différences, de telle sorte que ces dernières, telles qu'on doit les appréhender ici, se montrent comme des choses anatomiques particulières. Il n'en reste pas moins que demeurerait sans réponse à déterminer la question de savoir si un moment de nature spirituelle, selon quelle origine, il est plus ou moins fort, devrait, soit, dans le premier cas, posséder un organe cérébral plus expansé, soit, dans le second cas, un organe plus contracté, ou bien rigoureusement l'inverse. De même que demeurerait sans réponse la question de savoir si son développement augmenterait ou diminuerait les dimensions de l'organe, le rendrait plus fruste et plus épais ou plus fin. Le fait que la réponse à la question de ce à quoi ressemble la cause de mort indéterminée a pour conséquence qu'on laisse également sans réponse la question de la façon dont se produit l'action sur le crâne, si elle consiste en un élargissement ou en un étrécissement et récroquevillement complet, si l'on veut, par exemple, définir cette action de manière un peu plus distinguée en la définissant comme excitation. Il n'en demeure pas moins déterminé si cela se produit d'une manière érectile, comme fait un cataplasme de Cantadride, ou d'une manière flaccidifiante, comme fait un vinaigre. Pour tous les points de vue du même genre, on pourra avancer des raisons plausibles, puisque la relation organique, qui intervient tout autant, laisse se produire aussi bien l'un que l'autre et est indifférent à tout cet entendement. Mais la conscience observante ne se préoccupe pas de vouloir déterminer cette relation, car, quoi qu'il arrive, ce qui se tient d'un côté, ce n'est pas le cerveau comme partie animale, mais ce même cerveau comme être de l'individualité consciente de soi. C'est celle-ci, en tant que caractère stable et activité consciente se mouvant elle-même, qui est pour soi et en elle-même. À cet être pour soi et en lui-même font face son effectivité et son existence pour autre chose. L'être pour soi et en lui-même est l'essence et le sujet qui a, à même le cerveau, un être subsumé sous lui et qui ne tire sa valeur que dans la signification inhérente, tandis que l'autre côté de l'individualité consciente de soi, le côté de son existence, est l'être en tant qu'il est autonome et sujet, ou encore en tant qu'il est une chose, savoir, un os, l'effectivité et l'existence de l'homme et son os crânien,
Voilà le rapport et l'entendement dont les deux côtés de cette relation bénéficient dans la conscience qui les observe. Or, celle-ci doit s'occuper maintenant de la relation plus déterminée de ses côtés. L'os crânien a certes, en général, la signification d'être l'effectivité immédiate de l'esprit, mais la pluralité des aspects de l'esprit donne tout aussi bien à son existence une pluralité de sens du même ordre. Ce qu'il faut obtenir, c'est la déterminité de la signification des localisations singulières entre lesquelles l'existence est partagée. Il faut voir comment celles-ci ont chez elles-mêmes l'indication de cette déterminité. L'os crânien n'est pas un organe de l'activité, ni non plus un mouvement qui parlerait. On ne vole pas, on n'assassine pas avec l'os crânien, pas plus qu'il n'exquise, à l'appui de ce genre d'acte, la moindre mimique qu'il ferait devenir geste éloquent. Cette chose qui est n'a pas non plus la valeur d'un signe. La mimique et le geste, le son, même une colonne, un pieu planté dans une île déserte, font immédiatement savoir d'eux qu'on veut encore dire par eux autre chose que ce qui immédiatement ils sont uniquement. Ils se donnent eux-mêmes d'emblée pour des signes en ce qu'ils sont chez eux-mêmes, une déterminité qui renvoie à autre chose, par le fait même qu'il ne leur appartient pas comme un caractère propre. On peut certes, y compris en présence d'un crâne, comme Hamlet en présence de celui de Yorick, laisser surgir en soi toute une série d'idées, mais l'os crânien pour lui-même est une chose si indifférente et si ingénue qu'il n'y a immédiatement chez lui rien d'autre à voir et présumer que lui-même. Certes, il rappelle le cerveau et sa déterminité, il évoque des grandes déformations différentes, mais pas un mouvement conscient dans la mesure où ne sont imprimés en lui ni mimique, ni geste, ni quoi que ce soit qui s'annoncerait comme provenant d'un agir conscient, car cet os est l'effectivité qui serait censée exposer chez l'individualité un autre côté d'un genre tel qu'il ne serait plus un être se reflétant en lui-même, mais un être purement immédiat. Comme, en outre, il n'a pas lui-même de sensation, il semble qu'il puisse encore se produire pour lui une signification plus déterminée, de telle manière, par exemple, que des sensations déterminées fissent reconnaître par le voisinage ce qu'on veut dire avec lui, et dès lors qu'un mode conscient de l'esprit a son sentiment à un endroit déterminé du crâne, ce lieu, par exemple, suggérera dans sa figure ce mode et sa particularité. De la même façon, par exemple, que bien des personnes, quand elles pensent de manière soutenue, ou même quand elles pensent tout simplement, se plaignent de ressentir une tension douloureuse quelque part dans la tête, le vol, l'assassinat, la poésie, etc., pourrait chacun s'accompagner d'une sensation propre qui devrait encore, par ailleurs, avoir son emplacement particulier. Cet emplacement du cerveau qui serait de la sorte davantage mobilisé et mis en action développerait aussi vraisemblablement davantage la zone voisine de l'os crânien, ou encore celle-ci, par sympathie ou consensus, ne serait pas apathique non plus, mais s'agrandirait ou rapetisserait, bref, se donnerait forme d'une quelconque manière. Pourtant, ce qui rend cette hypothèse invraisemblable, c'est que le sentiment en général est quelque chose d'indéterminé,
et que le sentiment dans la tête, en tant que centre, pourrait bien être la sympathie universelle avec toute espèce de souffrance, quelle qu'elle soit, en sorte qu'au démangeaison ou au mot de tête du voleur, de l'assassin et du poète, viendrait se mêler d'autres affections qui se laisseraient tout aussi peu distinguer les unes des autres, ainsi que de celles qu'on appelle simplement corporelles, qu'on ne saurait, à partir du symptôme de la migraine, qu'en limitant sa signification au strict domaine corporel, déterminer de quelle maladie il s'agit. En fait, de quelque côté qu'on considère l'affaire, c'est toute relation mutuelle nécessaire qui disparaît de la perspective, ainsi que toute suggestion de cette relation qui parlerait par soi-même. Ce qui reste et demeure nécessaire, si la relation est censée avoir quand même lieu, c'est une libre harmonie préétablie et sans concept de la détermination respective des deux côtés. Car l'un de ces côtés est censé être effectivité sans esprit, simple chose, et donc, précisément, on a d'un côté une foule de sondes crâniennes inertes, et de l'autre, une foule de propriétés de l'esprit, dont l'abondance et la détermination dépendront de l'état de la psychologie, plus la représentation qu'on a de l'esprit est misérable, plus l'affaire de ce côté-là sera rendue facile, car, d'une part, ses propriétés deviennent d'autant moins nombreuses, et d'autre part, elles deviennent d'autant plus discriminées, solides et ossifiées, et donc d'autant plus semblables à des déterminations de la matière osseuse et comparables à elle. Simplement, bien que le caractère misérable de la représentation qu'on a de l'esprit facilite beaucoup de choses, il subsiste toujours une très grande quantité de choses des deux côtés. Il demeure toute la contingence de leur relation pour l'observation. Si chacun des enfants d'Israël était censé ramasser dans le sable du bord de la mer auquel ils sont censés correspondre, le grain dont il est le signe, l'indifférence et l'arbitraire qui présiderait à l'attribution de son grain à chacun serait tout aussi fort que l'indifférence et l'arbitraire qui assignent à chaque aptitude de l'âme, à chaque passion. Et chose qu'il faudrait pareillement prendre ici en considération, à toutes les nuances de caractère dont la psychologie fine et la connaissance des hommes ont coutume de parler, leurs zones crâniennes et leurs formes osseuses. Le crâne de l'assassin a non pas tel organe, ni non plus tel signe, mais telle pourrelure. Mais cet assassin a encore toute une foule d'autres propriétés, ainsi que d'autres pourrayures, et avec ces pourrayures des enfoncements, on a le choix entre pourrayures et enfoncement, et, à son tour, sa disposition au meurtre peut être référée à n'importe quelle bourrayure ou dépression, lesquelles, à leur tour, peuvent être référées de nouveau à n'importe quelle propriété psychologique, car l'assassin n'est pas plus tel abstractum d'assassin qu'il n'a qu'une seule et unique protubérance et un seul et unique enfoncement. C'est pourquoi les observations qu'on fait sur ces questions ne peuvent guère signifier pratiquement davantage que l'appui du marchand et de la ménagère quand ils sont l'un à la foire annuelle et l'autre à sa lessive. Le marchand et la ménagère ont pu aussi faire l'observation qu'il pleut toujours quand tel voisin passe ou qu'on mange du rôti de porc.
tout comme la pluie, est indifférente à ces circonstances pour l'observation, telle déterminité de l'esprit est indifférente à tel être déterminé du crâne, car des deux objets de cette observation, l'un est un sec être pour soi, une propriété osseuse de l'esprit, de même que l'autre est un sec être en soi. Ce genre de choses justifie que l'un et l'autre objet sont parfaitement indifférentes à tout ce qui est autre. Il importe aussi peu à la bourrayure proéminente qu'il y ait un assassin dans son voisinage, qu'il indiffère à l'assassin que la platitude soit dans ses parages. Il subsiste néanmoins de façon indépassable la possibilité qu'à n'importe quelle propriété ou passion, etc., soit associée une bourrayure à n'importe quel endroit. On peut se représenter l'assassin avec une bourrayure proéminente ici à tel endroit du crâne, et le voleur avec une autre là, à tel autre endroit. Sous cet angle, la phrénologie est encore capable d'une grande extension. Elle semble, en effet, d'abord se borner à la seule association d'une bourrayure et d'une propriété caractéristique chez le même individu, en sorte que celui-ci les possède toutes deux. Mais la phrénologie naturelle, car il faut aussi bien qu'il en existe une, comme il existe une physiognomie naturelle, va déjà au-delà de cette borne. Elle ne se contente pas seulement d'énoncer la sentence qu'un homme astucieux a derrière les oreilles une bosse grosse comme le poing, mais elle nous représente aussi que ce n'est pas l'épouse infidèle qui porte elle-même les frontales bourrayures, mais l'autre individu du ménage. Pareillement, on peut aussi s'imaginer celui qui habite sous le même toit que l'assassin, ou encore son voisin, et en allant plus loin encore, tous ses concitoyens, etc., avec des bosses volumineuses à n'importe quel endroit du crâne, tout comme la vache volante, qui a d'abord été tendrement cajolie par le crabe qui montait l'âne, et qui après ça s'est fait, etc. Mais quand la possibilité n'est pas prise dans le sens de la possibilité de la représentation, mais dans le sens de la possibilité intérieure ou du concept, l'objet est alors une effectivité qui est censée être une pure chose dans ce genre de signification, qu'il ne peut donc avoir que dans la représentation. Si, cependant, nonobstant la différence des deux côtés, l'observateur se met à l'ouvrage en vue de déterminer des relations, partie tenue en haleine par l'universel argument de raison, qui veut que l'extérieur soit l'expression de l'intérieur, partie en s'appuyant sur l'analogie des crânes des animaux, qui certes peuvent avoir un caractère plus simple que les hommes, mais dont il est dans le même temps d'autant plus difficile de dire lequel ils sont. Dès lors qu'il ne peut être facile pour la représentation de tout un chacun de se transporter correctement par l'imagination dans la nature d'un animal, notre observateur, donc, en cherchant à garantir les lois qu'il veut avoir découvertes, trouvera une aide éminente dans une différence à laquelle nous ne pouvons pas non plus pas finir par penser. L'être de l'esprit, à tout le moins, ne peut pas être pris tout bêtement comme quelque chose qui soit comme cela non dérangé et non dérangeable. L'homme est libre. On accorde que l'être originel n'est fait que de dispositions sur lesquelles l'homme a beaucoup de pouvoir,
ou auquel il faut des circonstances favorables pour être développé. C'est-à-dire qu'il faut énoncer un être originel de l'esprit tout aussi bien comme n'existant pas en tant qu'être. Si donc des observations contredisaient ce qu'il vient à un quelconque esprit d'acérer comme une loi, si, par exemple, il faisait beau lors de la grande foire annuelle ou le jour de la lessive, l'épicier et le ménagère et la ménagère et le ménager pourraient déclarer qu'à proprement parler, il devrait pleuvoir et que la disposition à pleuvoir est présente dans l'air. Et pareillement, observant le crâne, on pourrait dire que tel individu à proprement parler devrait être comme ceci, comme le déclare son crâne selon la loi, et qu'il a une disposition originelle, mais que celle-ci ne s'est pas développée. Cette qualité n'est pas présente, mais elle devrait être présente. La loi et le devoir être se fondent sur l'observation de la pluie effective et du sens effectif qui accompagne telle déterminité du crâne. Mais quand l'effectivité n'est pas présente, la possibilité vide vaut pour tout autant. Cette possibilité, c'est-à-dire la non-effectivité de la loi établie, ainsi que les observations qui en conséquence la contredisent, doivent précisément entrer en lice, parce que la liberté de l'individu et les facteurs circonstanciels de développement sont en général indifférents à l'égard de l'être, tant à l'égard de l'être comme intérieur originel que comme ossification extérieure, et parce que l'individu peut aussi être autre chose que ce qu'il est dans son origine interne et plus encore en tant qu'os. Nous nous retrouvons donc avec la possibilité que cette bourrayure ou cet enfoncement du crâne désigne aussi bien quelque chose d'effectif qu'une simple disposition, sans même que celle-ci, au demeurant, soit destinée à quoi que ce soit de déterminé. Bref, que cette bourrayure désigne quelque chose d'ineffectif. Nous voyons, comme toujours, ici ce qu'il advient d'une mauvaise échappatoire, savoir qu'on peut l'employer contre cela même dont elle est censée être le recours. Nous voyons le point de vue intime amené par la nature même de la chose à dire lui-même le contraire, mais sans penser de ce qu'il tient pour établi, à dire que par cet os, il y a bien quelque chose d'indiqué, mais tout aussi bien que ça n'est pas non plus le cas. Ce dont l'opinion intime elle-même a la vague intuition face à cet argument échappatoire, c'est de l'idée vraie, et qui précisément l'anéantit, que l'être en tant que tel n'est pas du tout la vérité de l'esprit, de même que la disposition est déjà un être originel qui ne prend aucune part à l'activité de l'esprit. L'os, de son côté, est également un être de ce type. Sans l'activité spirituelle, ce qui est une chose pour la conscience et est si peu son essence que c'est même bien plutôt le contraire de celle-ci, et que la conscience n'est effective à soi-même que par la négation et l'anéantissement d'un tel être. Sous cet angle, il faut regarder comme un complet reniement de la raison qu'on fasse passer un os pour l'existence effective de la conscience, et c'est bien pour cela qu'on le fait passer en le considérant comme l'extérieur de l'esprit, car l'extérieur est précisément l'effectivité qui est. Il ne sert à rien de dire qu'on se contente, à partir de cet extérieur, de conclure à l'intérieur
qui serait quelque chose d'autre, mais que l'extérieur n'est pas l'intérieur proprement dit, mais seulement son expression, car dans le rapport de l'un à l'autre, ce qui tombe précisément du côté de l'intérieur, c'est la détermination de l'effectivité qui se pense et est pensée, tandis que tombe du côté de l'extérieur, celle de l'effectivité qui est, quand donc on dit à un homme, tue ton intérieur, et ceci parce que ton os est fait de telle manière, cela ne signifie pas autre chose que ton effectivité, pour moi, c'est un os. La gifle qui faisait office de réplique à ce genre de jugement, quand nous parlions de la physiognomie, est d'abord pour effet de faire sortir les parties molles de leur aspect et de leur emplacement ordinaire, et démontre simplement que celles-ci ne sont point un en soi véritable, ne sont pas l'effectivité de l'esprit. La réplique, en l'espèce, devrait proprement aller jusqu'à enfoncer le crâne d'un homme qui énonce pareil jugement, afin de démontrer d'une façon rigoureusement aussi tangible que l'est sa sagesse, que pour l'homme, l'os n'est rien en soi, et bien moins encore son effectivité vraie. L'instinct brut de la raison consciente de soi rejettera, sans même la regarder, ce genre de science phrénologique, ainsi que cet autre instinct d'observation qui est le sien et qui, après avoir cru et prospéré jusqu'à l'idée vague de la connaissance, a saisi celle-ci de la manière peu spirituelle qui fait de l'extérieur l'expression de l'intérieur. Mais plus une pensée est mauvaise, moins on remarque parfois en quoi réside précisément ce qui la rend mauvaise, et plus il est difficile de l'expliciter, car une pensée est d'autant plus mauvaise qu'elle est plus pure et plus vide l'abstraction qui pourrait la valeur d'essence. Mais l'opposition décisive ici a pour membre l'individualité consciente d'elle-même et l'abstraction de l'extériorité entièrement devenue chose. Cet être intérieur de l'esprit appréhendé comme un être figé et peu spirituel, précisément opposé à ce genre d'être, mais par là même, il semble aussi que la raison observante ait en fait atteint son point culminant et qu'à partir de celui-ci, elles doivent prendre congé d'elles-mêmes et se renverser, car seul ce qui est entièrement mauvais a en soi la nécessité immédiate de s'invertir. De même qu'on peut dire du peuple juif que c'est précisément parce qu'il se trouve immédiatement devant la porte du salut qu'il est et a été le plus réprouvé des peuples, ce qu'il était censé être en soi et pour soi. Cette auto-entité, il ne l'est pas à ses yeux, mais la repousse au-delà de soi. Par cette aliénation, il se rend possible une existence qui serait plus élevée s'il pouvait reprendre en soi son objet que s'il était resté arrêté dans l'immédiateté de l'être, parce que l'esprit est d'autant plus grand qu'est plus grande l'opposition d'où il revient en lui-même. Mais cette opposition, il se la fabrique dans l'abolition de son unité immédiate et en aliénant son être pour soi. Simplement, si ce genre de conscience ne se réfléchit pas, l'élément médian où elle se tient est le vide désolant, dès lors que ce qui était censé le remplir est devenu un extrême figé, si bien que cet ultime stade de la raison observante est le plus mauvais qu'elle connaisse, mais que, pour cette raison, son retournement est nécessaire. La récapitulation de toute la série de rapports
rapports observés jusqu'à présent, qui constituent le contenu et l'objet de l'observation, montre en effet que dans sa première modalité dans l'observation des rapports de la nature inorganique, l'être sensible disparaît déjà pour elle. Les moments de son rapport se présentent comme de pure abstraction et comme des concepts simples qui devraient être fermement attachés à l'existence de choses, laquelle cependant se perd, en sorte que le moment s'avère comme pur mouvement et comme quelque chose d'universel. Ce libre processus achevé en lui-même garde la signification de quelque chose d'objectal, mais entre en scène maintenant comme une réalité, une dans le processus de l'inorganique. L'un est l'intérieur non existant, mais c'est en existant en tant qu'un que le processus est l'organique. L'un fait face, comme être pour soi ou comme essence négative, à l'universel, se soustrait à celui-ci et demeure libre pour soi, en sorte que le concept, n'étant réalisé que dans l'élément de la singularisation absolue, ne trouve pas dans l'existence organique son expression véritable, savoir d'être là comme quelque chose d'universel, mais demeure quelque chose d'extérieur, ou, ce qui revient au même, un intérieur de la nature organique. Le procès organique n'est libre qu'en soi, mais il ne l'est pas pour soi-même. C'est dans la fin visée que l'être pour soi de sa liberté entre en jeu, existe comme autre essence, comme sagesse consciente elle-même, qui est à l'extérieur de ce procès. La raison observante se tourne donc vers celle-ci, vers l'esprit, le concept existant en tant qu'universalité, ou la fin existant en tant que fin. Et désormais, l'objet pour elle, c'est sa propre essence. Elle commence par se tourner vers la pureté de cet objet, mais dès lors qu'elle ait cette appréhension de l'objet qui se meut dans ses différences en tant que quelque chose qui est, il lui advient des lois de la pensée, des relations de durable à durable. Mais comme le contenu de ces lois n'est fait que de moments, elles se perdent, se dispersent dans l'un et de la conscience de soi. Ce nouvel objet, qui est tout aussi bien pris comme quelque chose qui est la conscience de soi singulière, contingente. L'observation se tient donc à l'intérieur de l'esprit présumé par un point de vue intime, à l'intérieur du rapport contingent d'une effectivité consciente à une effectivité inconsciente. C'est lui seul en soi-même qui est la nécessité de cette relation. C'est pourquoi l'observation vient le serrer au corps de plus près et compare son effectivité voulante et agissante avec son effectivité réfléchie en soi et examinante, qui est elle-même objectable. Cet extérieur, bien qu'il soit un langage de l'individu que celui-ci a chez lui-même, est en même temps, en tant que signe, quelque chose d'indifférent au contenu qu'il était censé désigner, de la même façon que ce qui s'appose, le signe est indifférent à celui-ci. L'observation revient donc finalement de ce langage changeant à l'être ferme et énonce selon son concept que c'est l'extériorité, non pas en tant qu'organe, ni non plus en tant que langage et que signe, mais comme chose morte, qui est l'effectivité extérieure et immédiate de l'esprit, ce qui avait été aboli par la toute première observation de la nature inorganique, savoir que le concept devait être présent en tant que chose
est instauré par cette dernière manière, en ce qu'il fait de l'effectivité de l'esprit lui-même une chose, ou, pour exprimer cela à l'inverse, en ce qu'il donne à l'être mort de la signification de l'esprit. L'observation en est ainsi venue à énoncer ce qui était notre concept d'elle, savoir que la certitude de la raison se cherche elle-même comme effectivité objectale. On ne veut certes pas dire par là que l'esprit représenté à partir d'un crâne serait énoncé comme chose. Il n'est point censé y avoir de matérialisme, comme on appelle cela dans cette pensée. Mais l'esprit, au contraire, est censé être autre chose encore que cet os, que ces os. Mais dire qu'il est ne signifie soi-même rien d'autre que il est une chose. Quand on attribue à l'esprit comme prédicat l'être en tant que tel, ou l'être chose, la véritable expression de cela, de ce fait, est qu'il est quelque chose comme un os. C'est pourquoi il faut considérer comme de la plus haute importance que l'expression vraie du fait que l'on dise purement et simplement de l'esprit qu'il ait été trouvé. Quand on dit par ailleurs de l'esprit, il a un être, il est une chose, une effectivité singulière, on n'a pas en tête, se disant, quelque chose qu'on peut voir, prendre dans la main, heurter, etc. Mais c'est quand même quelque chose comme cela qui est dit. Et ce qui est dit en vérité s'exprime du coup comme ceci. L'être de l'esprit est un os. Or, ce résultat a une double signification. D'abord, sa signification vraie, dans la mesure où il est un complément du résultat du mouvement antérieur de la conscience de soi. La conscience de soi malheureuse s'est dépossédée de son autonomie et s'est battue pour tirer son être pour soi vers le statut de chose. Ce faisant, elle est retournée de la conscience de soi jusque dans la conscience, c'est-à-dire dans la conscience pour laquelle l'objet est un être, une chose. Mais ce qui est chose ici, c'est la conscience de soi. C'est donc l'unité du jeu et de l'être, la catégorie, dès lors que l'objet pour la conscience est ainsi déterminé. Celle-ci a de la raison. La conscience, ainsi que la conscience de soi, est à vrai dire en soi raison, mais c'est seulement de la conscience pour qui l'objet s'est déterminé comme la catégorie que l'on peut dire qu'elle a de la raison. Ce dont diffère encore le savoir de ce qu'est la raison. La catégorie, qui est l'unité immédiate de l'être de ce qu'on a à soi, doit parcourir ces deux formes. Et la conscience observante est précisément celle à laquelle elle se présente sous la forme de l'être. Dans son résultat, la conscience énonce ce dont elle est la certitude sans conscience, comme une proposition, comme la proposition qui est dans le concept de la raison. Cette proposition est le jugement infini que le soi-même est une chose, un jugement qui s'abolit lui-même, ce qui, par ce résultat, est assurément venu s'ajouter à la catégorie, c'est qu'elle est cette opposition qui s'abolit, la catégorie pure, qui est dans la forme de l'être ou de l'immédiateté pour la conscience, et l'objet encore non intermédiaire, simplement là, présent, et la conscience est un comportement tout aussi peu intermédiaire. Le moment de ce jugement infini est le passage de l'immédiateté dans la médiation ou la négativité. C'est pourquoi l'objet présent est déterminé comme un objet négatif,
tandis que la conscience, en tant que conscience de soi face à cet objet, ou encore la catégorie qui a parcouru la forme de l'être dans l'observation, est maintenant posée dans la forme de l'être pour soi. La conscience ne veut plus se trouver immédiatement, mais se produire elle-même par sa propre activité. Elle est elle-même à ses propres yeux la finalité de son activité, de la même façon que dans l'observation, elle ne se préoccupait que des choses. L'autre signification du résultat atteint est celle que nous avons déjà examinée, de l'observation sans concept. Celle-ci ne sait ni s'appréhender, ni s'énoncer autrement qu'en déclarant sans aucune chaîne, comme étant l'effectivité de la conscience de soi, l'os, tel qu'il se trouve comme chose sensible, qui dans le même temps ne perd pas son objectalité pour la conscience, mais cette observation sans concept n'a pas non plus, quant au fait qu'ils disent cela, une grande clarté de conscience. Il ne comprend pas sa proposition dans la déterminité de son sujet et de son prédicat, ni dans la relation de l'un et de l'autre, et encore moins dans le sens du jugement infini qui se dissout lui-même et du concept, mais partant, au contraire, d'une conscience de soi, de l'esprit enfoui plus profondément, qui apparaît ici comme une honnêteté naturelle. Elle se cache le caractère honteux et méprisable de la pensée nue, et son concept qui consiste à prendre un os pour l'effectivité de la conscience de soi, et enduit cet os du badigeon de l'absence même de pensée qui consiste à mêler à cela toute une série de rapports de cause à effet, de signes, d'organes, etc., qui n'ont aucun sens ici, et à dissimuler par des distinctions qui leur sont empruntées de ce qui jure et heurte cette proposition. Les fibres cérébrales et autres choses du même genre considérées comme l'être de l'esprit sont déjà une effectivité pensée simplement hypothétique et non existante, non sentie, non vue, ne sont pas la vraie effectivité. Quand elles sont là, quand on les voit, elles sont des objets morts et ne valent plus alors pour l'être de l'esprit. Mais l'objectalité proprement dite doit être celle d'un objet immédiat et sensible, en sorte que l'esprit soit posé comme effectif dans cette objectalité en ce qu'elle est morte, car l'os est le mort dans la mesure où ce mort est à même le vivant lui-même. Le concept de cette représentation est que la raison est à ses yeux toute chosité, y compris la chosité purement objectale elle-même, mais elle est cela dans le concept, ou encore, seul le concept est sa vérité, et plus celui-ci est pur de son côté, plus est niaise la représentation où il déchoit, quand son contenu est non comme concept, mais comme représentation. Quand le jugement qui s'auto-abolit n'est pas pris avec la conscience de cette infinité qui est la sienne, mais comme une proposition permanente et dont sujet et prédicat valent chacun pour soi, où le soi-même est fixé comme soi-même, la chose fixée comme chose, et où pourtant l'un est censé être l'autre. La raison, essentiellement le concept, est immédiatement divisée en deux, elle-même et le contraire d'elle-même, opposition qui précisément pour cette raison est tout aussi immédiatement abolie, mais se présentant ainsi comme soi-même et son contraire, et maintenue fermement dans le moment tout à fait singulier de cet écartèlement. Elle est appréhendée de manière non rationnelle,
Et plus les moments de cette opposition sont purs, plus Schur et heurte l'apparition phénoménale de ce contenu qui, soit mais seulement pour la conscience, soit est énoncé par elle seule sans aucune gêne. La profondeur de ce que l'esprit extrait et expulse de l'intérieur, mais seulement jusqu'au niveau de sa conscience représentative où il la laisse s'arrêter, et l'ignorance de cette conscience quant à ce qu'est ce qu'il dit, constitue la même association de l'élève et de l'humble que celle que la nature exprime naïvement chez le vivant dans la conjonction de l'organe de son sublime accomplissement, l'organe génital, et de l'organe qui permet de pisser. Le jugement infini en tant qu'infini serait l'accomplissement de la vie saisissant elle-même, tandis que le comportement de la conscience de la vie qui demeure dans la représentation est du même ordre que celui de l'homme qui pisse.